Bonjour, je suis Christina de l'Université de Francfort et je vais vous parler du goût du passé, recherche poétique alimentaire dans la recherche de Marcel Proust. Mais avant de vous parler de Proust, j'aimerais bien dire quelques mots à propos du livre euh, auquel je dois cette invitation à Dijon, c'est-à-dire à manger, c'est culturel. Et vous expliquer un peu les idées qui m'ont amené à publier ce livre. Dans mon livre, j'étais partie de l'étonnante attention portée aujourd'hui au comportement alimentaire. Manger signifie aujourd'hui bien plus que se nourrir, c'est un style de vie. Cela peut servir pour afficher une attitude cosmopolite ou aller de pair avec une position politique radicale. Manger est une profession de foi, voire une religion. En tant que chercheuse en littérature, j'avais observé avec fascination à quel point la littérature dite de migration, ou bien celle qui traite des expériences de transculturalité, chargeait les aliments d'une dimension émotionnelle et attribuait au mode d'alimentation des concepts tels que la patrie et l'étranger. En tant que consommatrice des romans contemporains, j'avais perçu avec étonnement les rôles importants que jouait ici le cliché de la mauvaise mère en tant que mauvaise cuisinière. Dans les présents livres, j'ai essayé de développer une thèse de manière systématique. En bref, la thèse s'intitule L'identité passe par l'estomac. Et cette thèse affirme que la nourriture dans le sens vaste, en tant que système de signes, se prête particulièrement bien à véhiculer et à authentifier des concepts identitaires essentialistes. Donc, nourriture au sens large, c'est-à-dire habitudes alimentaires, manière de table, concept de convivialité et obligations et interdictions alimentaires. Un concept identitaire essentialiste est la supposition d'une identité immuable, déterminée biologiquement ou autrement, naturellement, c'est-à-dire au niveau politique, par exemple, le caractère national d'un peuple, au niveau socio-psychologique, la disposition au sacrifice qu'auraient toutes les mères. Et pourquoi est-ce que ce système de signes alimentaires se prête particulièrement bien à véhiculer des concepts identitaires essentialistes? À mon avis, il peut le faire parce que manger est à la fois un processus naturel et culturel. Les actes alimentaires que nous accomplissons, les choix alimentaires que nous faisons, la division du travail lorsqu'il s'agit de la cuisine quotidienne, ne sont jamais quelque chose de naturel. Ils sont toujours codés culturellement et négociés culturellement. Nous avons pourtant tendance à l'oublier parce que manger est aussi un processus naturel et parce que c'est un processus habituel, quotidien. Et c'est pourquoi la nourriture, les actes alimentaires, mais aussi le discours sur la nourriture ont cette particularité de faire paraître naturel, ou même évident, traditionnel, des concepts identitaires qui ne le sont pas. C'est pourquoi le système de signes de la nourriture se prête parfaitement à l'authentification des clichés, des stéréotypes et des représentations normatives des rôles. Dans mon livre, j'ai essayé de développer donc cette thèse de manière systématique.
J'ai essayé de montrer comment les discours sur la nature et la culture, sur l'identité nationale, sur l'identité des genres, sur l'identité religieuse sont véhiculés par des représentations de la nourriture. Et par représentation, j'entends opinion populaire, mise en scène littéraire, mise en scène cinématographique, mais aussi théorie scientifique ou pseudo-scientifique. J'ai essayé de mettre en évidence les mythes de la culture alimentaire tels qu'ils se présentent justement dans la littérature sous une forme, pour ainsi dire, condensée, comme le mythe de la femme comestible, de la mauvaise mère, de la mauvaise culture alimentaire allemande. Par mythe, j'entends des discours perpétués de manière inconsciente et irréfléchie, et qui ne sont pas en soi stupides ou mauvais. Et en effet, il ne s'agit pas forcément, pas toujours de les réfuter, mais surtout de les rendre visibles. Cette notion de mythe s'inspire du concept de mythe du quotidien de Roland Barthes. Dans son recueil Mythologie de 1957, Roland Barthes avait entrepris de dévoiler, à travers l'analyse des magazines féminins, des publicités, des sports populaires et des films populaires, les fausses idéologies qu'il imputait à la culture française, en particulier à la culture bourgeoise de son époque. Dans certains de ses essais, Barthes examine également les valeurs collectives de certains aliments. Par exemple, la perception du steak et des frites comme, et là c'est une citation de Barthes, comme signe alimentaire de la francité. La méthode de sémiotique culturelle établie par Barthes dans ses essais est celle que j'ai adoptée pour mon livre. C'est une méthode qui ne vise pas à examiner certaines manifestations de la culture alimentaire, comme par exemple la mode de boire du lait aux États-Unis à un certain moment de l'histoire culturelle. Donc, ce n'est pas de histoire culturelle qu'il s'agit, il s'agit plutôt à mettre au jour ce discours et idéologie tacite qui attribuent certaines significations à certains aliments et certaines pratiques alimentaires. Donc, moi, il s'agit moins de parler de pratiques alimentaires réelles dans un certain moment historique donné que de leur évaluation explicite ou implicite. Mais maintenant, j'en viens à mon sujet pour aujourd'hui, le goût du passé, donc la poétique alimentaire dans la recherche du temps perdu. Il n'est certainement pas exagéré de dire que l'épisode de la Madeleine fait partie des scènes de repas les plus célèbres de la littérature mondiale, même si, pour Proust, il s'agit en fait d'autre chose que de nourriture, ou pas seulement de nourriture. Plusieurs récits de migration reprennent ce motif et représentent la nourriture comme un moyen de ressaisir son passé, comme un substitut de la patrie perdue. Quand de célèbres gastronomes affirment que leur cuisine doit rappeler celle de leur maman ou de leur grand-mère, savourée dans l'enfance, eux aussi se réfèrent de façon consciente ou non à ce pouvoir remémoratif de saveurs. Les films d'animation Ratatouille y fait également allusion. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. Je vais vous montrer quelques images. Alors qu'il est au restaurant et qu'il mange la fameuse ratatouille qui donne le titre au film, Antoine Ego, le critique gastronomique redouté, se souvient de la cuisine de sa mère. Voilà, Antoine Ego en jeune garçon
et sa mère. Et c'est là, juste le fait de se souvenir de la ratatouille qu'elle lui préparait sa mère suffit à le convaincre du génie culinaire du chef inconnu. Euh, Vous voyez qu'ici, on insiste sur la dimension affective de la nourriture qui détermine les préférences gustatives futures. Donc ça, c'est une possibilité pour utiliser l'épisode ou reprendre l'épisode de la Madeleine, insister sur cette dimension affective. Dans ma communication, j'aimerais examiner de plus près 4 aspects de la politique alimentaire de Proust. Bon, évidemment, d'abord, vous rappelez un peu l'épisode de la Madeleine. Ensuite, présenter le monde de Combray comme un monde comestible. Pour ensuite parler du goût des jeunes filles, de l'amour comme assimilation, de la non-comestibilité du monde et finalement d'une sorte d'idéologie du terroir qui se manifeste également dans l'œuvre proustienne pour en discuter les implications problématiques qui vont avec cette idée de terroir, d'authenticité. Alors, la Madeleine. Placée au début de son cycle monumental à la recherche du temps perdu, la scène de la petite Madeleine fait l'objet d'un développement théorique plusieurs milliers de pages après, à la fin du cycle entier. Et la théorie de la Madeleine dit que ce sont justement les sens qui sont au bas dans l'hiérarchie des perceptions sensorielles. Traditionnellement, c'est la vue qui est tout en haut. Au bas, il y a le goût et l'odorat, mais ce sont justement ces sensations-là qui sont capables de faire soudainement ressurgir le passé perdu. Et l'épisode nous dit qu'un jour de temps, Mossad, le protagoniste du roman, désormais adulte, rentre transi chez lui. Sa mère lui propose une tasse de thé et lui fait apporter un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine. Et je cite, « Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, j'ai tressailli, attentif à ce qui s'est passé d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. L'euphorie qui s'empare du protagoniste est comparée à celle de l'amour. Elle le remplit d'une essence précieuse, une essence qui n'est autre que la sienne propre. Il lui faut cependant un long moment pour comprendre pourquoi le goût de la madeleine trempée dans du thé lui procure une telle extase. Ce qu'il fait ressurgir un souvenir lié à une expérience gustative et à un rituel d'enfance révolu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la madeleine n'avait rien provoqué en lui,
Peut-être parce qu'on avait, je cite, souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers. Seul son goût lui a rappelé les madeleines de son enfance. Plus que tous les autres sens, le goût et l'odorat sont aptes à, je cite, porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Fin de citation. Jusqu'alors, le protagoniste n'avait que de vagues souvenirs de Combray, le village où il passait ses vacances quand il était enfant. La mémoire involontaire, suscitée par une expérience gustative fortuite, fait surgir de profondeur de sa mémoire tout Combray et ses environs. La découverte de ce mécanisme involontaire est fondamentale dans la mesure où elle offre l'occasion de se ressaisir soi-même. Le protagoniste ne se concevait jusqu'alors que comme une succession discontinue de différents moi qui ne semblaient avoir aucun lien entre eux. Seule une expérience sensuelle qui transcende le temps, puisqu'elle renvoie simultanément au présent et au passé, lui permet de se saisir comme un moi continu, transcendant lui aussi le temps. Dans la recherche, donc, les scènes de repas ne sont pas seulement le reflet réaliste de la haute société des années autour du tournant du siècle 1900. À travers elles s'exprime le désir d'incorporer le monde, de manger le monde, de ne faire qu'un avec lui. Et donc, j'en viens au deuxième point, Combray, un monde comestible. Combray, le village dans lequel le petit Marcel passe ses vacances, se présente au regard enfantin comme un véritable pays de cocagne. Ainsi, les clochers de l'église qui constituent le centre du village ressemblent à une brioche géante. L'aubépine a le parfum d'un gâteau aux amandes et les odeurs de la chambre de la tante Léonie se condensent comme en un énorme chausson aux pommes qui éveille chez Marcel, je cite, une convoitise inavouée. Fin de citation. Cette perception gustative du monde est à la fois enfantine. Après tout, on sait que la bouche est le premier organe par lequel l'enfant cherche de comprendre, cherche de connaître le monde. Et elle est aussi totalement égocentrique. L'exemple du clocher de l'église illustre très bien ce point, car il change de forme en fonction de l'heure de la journée. S'il apparaît à midi comme une brioche, semblable à celle qui clôturera le déjeuner de la famille de Marcel, il prend le soir, lorsque l'heure du coucher approche, l'aspect d'un énorme oreiller. Gérard Genette a montré que les métaphores ou la comparaison de Proust sont le plus souvent renforcées par une proximité spatiale ou temporelle entre l'émetteur et le récepteur de l'image. Ici, cette contiguïté est déterminée par le déroulement de la journée de l'enfant qui perçoit le monde selon ses besoins et ses humeurs. La perception égocentrique caractérise cependant l'ensemble de la communauté de Combray. Comme l'a montré René Girard, Combray est un univers clos dans lequel tout ce qui est étranger et inconnu constitue un scandale inacceptable. Ce qui n'entre pas dans les schémas, par exemple l'idée que le voisin Swann fréquente des salons aristocratiques, est purement et simplement nié. Tante Léonie est la patronne de ce processus. Sous son égide, tout ce qui n'est pas assimilable, tout ce qui est inconnu est assimilé de force.
Et j'en viens à mon prochain point, les goûts des filles. La logique d'un désir qui s'exprime comme appétit détermine également l'intérêt naissant de Marcel pour les jeunes filles et la sexualité. Celui-ci s'exprime à travers le motif de l'aubépine, mais aussi par une intéressante superposition des stimulés visuels, olfactifs et gustatifs. L'aubépine, pour laquelle Marcel a développé une véritable passion, est l'un des motifs les plus complexes du cycle romanesque. Comme l'a montré Rainer Warning, ces fleurs sont chargées de significations profondément contradictoires. Tour à tour sexualisées et sacralisées, et sont associées au motif de l'homosexualité ou à d'une identité de genre fluctuante. Mais les significations de l'aubépine sont encore plus variées. Sous le signe de cette fleur, Proust crée un lien complexe entre sexualité et sacralité, désir érotique et désir cognitif, stimuli olfactifs, visuels et gustatifs. Dans l'église du village de Combray, décorée d'aubépines, Marcel perçoit l'odeur des fleurs. Je cite. Quand, au moment de quitter l'église, je m'agenouillai devant l'autel, je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande, et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées, le goût d'une frangipane, ou sous leur tache de rousseur celui des joues de mademoiselle Vinteuil. L'odeur douce amère de l'amande attire l'attention de Marcel sur les petites taches jaunâtres à la surface des fleurs, les taches de couleur qu'il ne peut pas nommer plus précisément. C'est sous elles, imagine-t-il, que pourrait se trouver l'origine cachée de l'odeur, tout comme il suppose sous la surface gratinée d'un gâteau aux amandes son goût, ou sous les taches de rousseur de mademoiselle Vinteuil le goût de ses joues. Cette association à nouveau enfantine est étayée par des correspondances olfactives et visuelles raffinées. Ainsi, l'association des fleurs et du gâteau aux amandes n'est pas seulement motivée par l'analogie visuelle, étamine, surface gratinée, mais aussi par l'odeur d'amande. De même, la ressemblance du gâteau ou des fleurs avec les joues couvertes des taches de rousseur de Mademoiselle Vinteuil n'est pas seulement attestée par la similitude visuelle, mais par la comparaison préalable de fleurs avec des jeunes filles. Marcel procède ici à une réduction de l'inconnu au connu. Mais l'odeur douce amère de l'amande symbolise, comme l'a montré Rainer Warning, la source d'une irritation sensuelle qui n'est pas seulement stimulante, mais aussi inquiétante. Le doux amer symbolise ce qui ne peut pas clairement être classé comme bon ou mauvais. Marcel réagit à cette odeur ambivalente en remontant à son origine et il se heurte à une surface. La comparer à la surface d'un gâteau aux amandes, c'est supposer qu'il y a quelque chose de bon en dessous. Par le motif du doux amer et l'opposition entre surface et profondeur, Proust réussit à faire une allusion subtile à la métaphore alimentaire de l'herméneutique biblique, puisque celle-ci postule une quête d'essence qui, sous l'écorce dure, c'est-à-dire sous le sens littéral du texte, révèle le noyau sucré.
Une lecture des signes dont le travail amer est récompensé par une douceur spirituelle. Mais malgré l'assurance de façade de la spéculation herméneutique de Marcel, la question de savoir si les joues de mademoiselle Vinteuil ont bon goût ou pas reste irrésolue. On ébauche de ce passage, donc un avant-texte. Vous savez que dernièrement, on a beaucoup travaillé sur ces avant-textes. La recherche permet d'en savoir plus. Comme dans la version finale, il est d'abord question du parfum des fleurs, qui serait comme les parties brunies d'une pâtisserie aux amandes. Mais nous lisons dans l'avant-texte, et pourtant, malgré la gourmandise qu'il éveillait, il ne donnerait pas de fruits, comme le pommier ou l'arbousier. Il était doux, mais on n'aurait pas plus le posséder que le jus sucré de Madame Goupy. Ici, l'ambivalence du doux amer est certes encore absente, mais on trouve un autre motif clé, celui de la non-comestibilité. Même si les fleurs d'aubépine ou les joues de la femme convoitée, ici elle s'appelle Madame Goupy, plus tard ça deviendra Mademoiselle Vinteuil, même si donc les fleurs ou les joues peuvent rappeler à Marcel le gâteau aux amandes, elles ne sont pas comestibles. Mais l'association naïve de Marcel est explicitement expliquée comme étant liée à une certaine compréhension du langage typique de l'âge des croyances, comme l'appelle Proust. Toutes ces associations étant d'autres formées à un âge où les associations sont des croyances, parce qu'on sent mal le sens des mots et parce que les métaphores s'imposent à l'esprit comme des réalités. Un âge enfantin et adolescent, donc, où les noms, les choses et les personnes sont encore dotés d'un aura magique. On pourrait s'attendre à ce que cette perspective naïve soit amèrement déçue par la prise de conscience évoquée plus haut de la non-comestibilité de l'objet convoité. Dans une autre ébauche, on trouve cependant une réflexion qui va dans une autre direction. Je cite, l'odeur des joues de mademoiselle Vinton, comme celle de l'aubépine, ne conduisait à rien de mangeable et prenait quelque chose de plus pur encore et de plus doux d'être elle-même le seul immatériel aliment de la gourmandise qu'elle avait éveillée. Fin de citation. Le parfum de joue de la jeune fille est ici sublimé et sacralisé pour devenir une nourriture spirituelle. Alors que les ébauches de l'épisode de l'aubépine dans l'Église révèlent un savoir sur le caractère non comestible des fleurs et cherchent à les positiver, la version finale refoule cette intuition pour affirmer la croyance de Marcel en la comestibilité des fleurs et des jeunes filles. Et là, je passe au sujet de l'amour comme assimilation. L'association des femmes et des gâteaux ou d'autres desserts revient plusieurs fois dans la recherche. Lors de son premier séjour estival à Balbec, Marcel pique-nique avec ses amis. Mes amis préféraient les sandwichs et s'étonnaient à mémoire manger seulement un gâteau au chocolat gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwichs au Chester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire. Mais les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui, on savait long sur Combray,
sur Gilberte, non seulement la Gilberte de Combray, mais celle de Paris au goûter de qui je les avais retrouvés. Les gâteaux lui rappellent Combray son amour d'enfance Gilberte. Non seulement la Gilberte de Combray que Marcel, croit-il, avait alors, Marcel avait trouvé tant de répugnance. Il avait pensé que Gilberte ne voulait rien savoir de lui, mais aussi la Gilberte de Paris, devenue inopinément si aimable, qu'il avait invité à prendre le thé et à manger des gâteaux au chocolat. Déjà, lors de ces goûters chez Gilberte, le gâteau était apparu à Marcel non seulement comme une fabuleuse construction orientale, mais aussi implicitement comme un substitut de Gilberte qu'il aurait aimé absorber, comme maintenant il voudrait manger les jeunes filles. Les gâteaux qui racontent des histoires rappellent aussi à Marcel les assiettes à gâteaux de la tante Léonie. D'autres souvenirs s'y rattachent, comme les vitraux de Combray, la lanterne magica, les boutons d'or et les lilas. Il me rappelait ces assiettes à petit four, les 1001 nuits, qui distrayaient tant de leur sujet ma tante Léonie. J'aurais bien voulu les revoir, mais ma grand-mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues et croyait d'ailleurs que c'étaient de vulgaires assiettes achetées dans les pays. N'importe. Dans les grilles et champenois Combray, leurs vignettes s'encastraient multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans les crépuscules de ma chambre les projections de la lanterne magique, comme devant les chemins de fer départemental les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse. De ce fait, l'expérience alimentaire semble presque anticiper l'expérience de la Madeleine chez l'adulte. Mais il y a des différences significatives. Tout d'abord, on remarque que Marcel réprime immédiatement l'émergence d'un souvenir désagréable. Pas seulement la Gilberte de Combray, mais aussi celle de Paris. Pas seulement signifie en fait ici juste surtout pas. Ce n'est pas à la Gilberte Revêche que Marcel veut penser en présence de jeunes filles, mais à la Gilberte au gâteau au chocolat. Son souvenir des assiettes de gâteau de la tante Léonie est tout aussi lénifiant, édulcorant. Sa grand-mère avait exprimé des doutes quant à leur valeur, la valeur des assiettes, mais peu importe, n'importe, dans les souvenirs de Marcel, elles brillent de couleurs somptueuses qui illuminent la grisaille de sa mémoire. Ce qui semble relativement anodin dans la scène du pique-nique peut être formulé d'ailleurs de manière plus radicale. L'amour exige l'assimilation complète d'un être, citation textuelle, et c'est ainsi que Marcel, après un voyage de retour commun avec Albertine, est, je cite, plus affamé d'elle encore que je n'étais au départ. Encore plus clairement dans un passage précédent. Or, chaque fois que l'image des femmes si différentes pénètre en nous, nous n'avons de repos que nous n'ayons converti ces étrangères en quelque chose qui soit pareil à nous, notre âme étant à cet égard douée du même genre de réaction et d'activité que notre organisme physique, lequel ne peut tolérer l'immixtion dans son sein d'un corps étranger sans qu'il s'exerce aussitôt à digérer et assimiler l'intrus. L'équivalence entre aimer et manger est un vieux topos, mais elle n'avait pas encore formulé de manière aussi drastique, donc comme une véritable digestion de l'autre, à quelques exceptions près dont
le philosophe romantique Novalis, qui écrit, et peut-être je vais vous donner la traduction, il écrit que manger ensemble est une sorte de symbole de la réunion et que toute la jouissance, l'assimilation et manger n'est rien d'autre qu'une assimilation ou bien appropriation. Tout ce qui est spirituel peut donc être exprimé à travers la nourriture, à travers l'acte de manger. Et il fait un exemple en disant que dans l'amitié, on mange véritablement de son ami, on vit de son ami. Il est une véritable figure rhétorique, c'est-à-dire c'est une figure rhétorique prise à la lettre de substituer l'esprit par le corps et à chaque fois qu'on mange en pensant à un ami, goûter avec une imagination audace de sa chair et de son sang. Donc, c'est une citation quelque peu choquante. Il est évident que Novalis fait allusion à la dernière scène, non, où Jésus demande à ses disciples de manger sa chair et de boire son sang. Et ainsi transforme le repas d'amour avec ses amis, ses disciples, en repas du souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Dans la recherche proustienne, aimer se présente donc comme un besoin d'assimilation violent, sensuel et cognitif. L'amant veut tout savoir de la pensée, des sentiments et du passé de l'autre. Rien doit lui rester inconnu, inassimilé. Et c'est une exigence dont la nature irréalisable se manifestera pleinement dans la relation tragique avec Albertine. Pour le protagoniste de la recherche, manger signifie donc aimer et se souvenir. Aimer, dans le sens d'une fin affective, naïf et enfantine du monde, d'expériences sexuelles et des connaissances. La croyance de Marcel qu'on puisse manger le monde est la croyance de pouvoir s'approprier le monde, les expériences, les personnes aimées. Même le temps perdu dont le narrateur de la recherche fera finalement l'objet de son futur livre serait alors une chose manger, assimiler une partie de lui-même. Si l'on croit l'épisode de la Madeleine, la véritable nourriture de l'artiste se trouverait donc dans les profondeurs de la mémoire individuelle. Le fait que Marcel se tourne vers cette nourriture céleste fonde une poétique qui, à bien des égards, se montre encore redevable aux idéaux romantiques. Et Rainer Warning a caractérisé cette poétique comme une poétique de la profondeur. Il s'agit d'une poétique qui situe la signification des choses, pour ainsi dire, sous leur surface. La signification réelle de la Madeleine ne se révèle qu'à travers son goût, tout comme le goût de Mademoiselle de Vinteuil est caché sous ses taches de rousseur. Cette poétique est romantique parce qu'elle défend une conception emphatique de la créativité qui vient en quelque sorte des entrailles de l'individu même. Le poète donc
les poètes romantiques assimilent la réalité et la transforment ensuite en œuvre d'art. La force d'assimilation de l'écrivain est si forte qu'il ne perçoit même pas le monde extérieur comme un phénomène autonome, indépendant de lui. En même temps, l'expérience de la Madeleine signifie que l'artiste ne peut s'approprier le monde que rétrospectivement par les souvenirs et l'imagination. Et qu'un tel repas sert en fin de compte à une autoconsommation, à une appropriation du passé individuel. Et j'en viens à la non-comestibilité du monde. L'épisode de la Madeleine ne se trouve pas, comme j'avais dit, à la fin, mais au début de la recherche, et c'est là également dans la chronologie du travail de Proust à son cycle romanesque. Cette expérience est réfutée par des scènes qui montrent qu'une quête romantique de soi n'est plus possible pour le protagoniste de la recherche. Dès le début, la croyance de Marcel en la comestibilité du monde est contrastée par des expériences de non-comestibilité. Elles aussi génèrent une esthétique de la surface et de l'éphémère, qui trouve son expression la plus bouleversante dans l'amour pour Albertine. Alors que les jeunes filles donnent encore lieu à des rêveries euphoriques, la relation avec Albertine met en évidence le fossé entre l'imagination et l'expérience sensuelle d'une part, et le plaisir sensuel imaginaire et la préparation intellectuelle d'autre part. Car si Marcel peut la posséder physiquement, s'il peut la styliser en amante parfaite par des occupations imaginaires, une chose lui reste à jamais interdite, la pénétration cognitive de son être. Albertine aimait-elle vraiment les femmes? Quelle est la véritable raison de sa fuite? L'a-t-elle jamais vraiment aimé? Même s'il est confronté aux révélations les plus bouleversantes après sa mort, Marcel doit finalement admettre que toutes les informations qu'il recueille sur elle par voie intellectuelle forment un tissu impénétrable entre factualité et fiction. De cette manière, la relation avec Albertine démontre d'une part l'incompatibilité entre incorporation sensorielle et imaginaire, qui ne peut être brisée qu'à des moments exceptionnels, et d'autre part l'impossibilité d'une assimilation intellectuelle de l'autre. En conséquence, le narrateur réfléchit. Citation. Les êtres que nous aimons sont ceux dont la physionomie intellectuelle et morale est pour nous le moins objectivement définie. Nous les retouchons sans cesse au gré de nos désirs et de nos craintes. Nous ne les séparons pas de nous. Ils ne sont qu'un lieu immense et vague où extérioriser nos tendresses. Des allusions subtiles laissent entendre que Marcel n'assimile pas la bien-aimée, mais l'incorpore fantasmatiquement. C'est ce que l'on peut lire dans Albertine disparue, donc dans l'avant-dernier volume du cycle, dans lequel Marcel fait le deuil d'Albertine morte. Albertine était en moi vivante, mais si loin, si profond, qu'elle me restait inaccessible. Cela signifie qu'elle l'habite comme un fantasme imaginaire, indigeste, une image qui se nourrit de ses projections, de ses peurs, de ses jalousies. Et c'est tout à fait frappant de constater que cette idée de Albertine, qui est
vivante, inaccessible, et aussi en quelque sorte, oui, indigeste, ressemble de près la théorie de Freud à propos de deuil et mélancolie, parce que si l'introjection, selon Freud, est un travail de deuil réussi, l'incorporation dans laquelle l'objet aimé habite en quelque sorte celui qui fait le deuil euh, est bon, justement assimilé à une incorporation. Et donc, ce n'est pas Marcel qui se nourrit d'Albertine, mais plutôt elle qui se nourrit de ses fantasmes. Au niveau de l'imaginaire artistique, les frontières entre moi et l'autre s'estompent. Cette prise de conscience se retrouve dans une lettre tardive que Proust écrit à son éditeur quelques semaines avant sa mort. Il se présente comme quelqu'un qui ne veut plus que pour son œuvre romanesque. Je n'ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Aussi, expulsé, pour ainsi dire, de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire, et j'ai à leur égard les précautions de la guêpe fouisseuse sur laquelle Fabre a écrit des admirables pages, citées par Metchnikoff et que vous connaissez certainement. Recroquevillée comme elle, et prive de tout, je ne m'occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l'expansion qui m'est refusée. Il ne vit plus il ne vit plus que pour la vie future de ces volumes, comme la guêpe fouisseuse pour sa descendance. Dans le volume Combray, Proust avait déjà décrit la stratégie cruelle de cet insecte. Après avoir paralysé des araignées ou des coléoptères par une piqûre ciblée, elle dépose ses œufs à proximité des insectes rendus sans défense, qui offrent ainsi de la chair fraîche à la progéniture éclose. Le moi écrivain, faible, malade, expulsé de lui-même, a laissé le rôle de sujet dévorant à sa propre œuvre d'art. L'œuvre est désormais le monstre qui s'incorpore des fragments du moi et des autres. La beauté de l'art de Proust est une beauté cruelle. Elle se fonde à l'origine sur un égoïsme artistique qui veut percevoir tout ce qui est extérieur comme nourriture potentielle et transformer également les êtres aimés en plats littéraires. Mais elle apparaît finalement comme le produit d'un processus de dépersonnalisation et de désintégration dans lequel aussi le moi de l'écrivain se désintègre en tant que nutriment dans la marmite de l'art. Les chercheurs proustiens ont constaté que cette poétique de la surface, qui semble supplanter de plus en plus la poétique de la profondeur au cours de la recherche, remonte déjà aux premières expressions poétologiques de Proust. Et donc, il semble que poétique de la profondeur et poétique de la surface coexistent dès le début du travail au cycle. La recherche de Proust peut donc être lue comme un roman artistique qui s'interroge sur la véritable nourriture de l'écrivain. La vie mondaine est également interrogée sur sa valeur nutritive pour l'artiste. Et son évaluation est ambivalente. Je vais en parler dans mon dernier point à propos du langage de Gourmont. Les désirs du protagoniste de la recherche ne s'orientent pas seulement vers les fleurs, les gâteaux et les jeunes filles. Le monde aristocratique le fascine également. Lui, le fils d'une famille bourgeoise,
est un snob qui ne désire rien d'autre que d'être invité dans le salon aristocratique de Guermantes, ce qu'il finit par obtenir. La duchesse de Guermantes le fascine également par son langage. Elle utilise, comme la cuisinière Françoise, un français primitif, un vocabulaire encore exempt de néologismes et enrichi de tournures issues du patois de Combray. Ainsi, dans les côtés de Guermantes 1, nous lisons Madame de Guermantes, dont le vocabulaire habituellement limité à toutes ces vieilles expressions était savoureux comme ce plat possible à découvrir dans le livre délicieux de Pompille, mais dont la réalité est devenue si rare, où les gelées, les beurres, les jus, les quenelles sont authentiques, ne comportent aucun alliage, et même où on fait venir le sel des marais salants de Bretagne. À l'accent, au choix des mots, on sentait que le fond des conversations de la duchesse venait directement de Guermantes. Ces parler savoureux, donc comparé à des produits culinaires régionaux, exempts des mélanges artificiels. Dans la réalité, on ne trouve plus guère de tels plats, mais leur mémoire est conservée dans les livres. Ce sont les livres de cuisine délicieux des Pompilles, Marthe Daudet, qui a publié des recettes sous ce nom et qui sera plus tard, dans la recherche, célébré comme vrai poète. La manière de s'exprimer de la duchesse est aussi savoureuse que les témoignages d'une cuisine régionale, traditionnelle, qui n'existe plus que dans les livres et qui sont donc également certifiés comme authentiques et enracinés dans une tradition linguistique et culturelle. Aux yeux de Marcel, cette langue dont la pureté équivaut au français exquis d'Henri IV devient également l'incarnation d'une individualité sans faille. Contrairement à son neveu Saint-Loup, dans lequel, je cite, qui est envahi par tant d'idées d'expression nouvelles, la duchesse montre par son mode d'expression archaïque, je cite, qu'en elle, l'intelligence et la sensibilité étaient restées fermées à toutes les nouveautés. Elle témoigne ainsi d'une intelligence qui n'a pas été attaquée par des réflexions épuisantes, des préoccupations morales ou de la sensibilité nerveuse. Et donc, il s'agit d'une appréciation bien ambivalente. Tout comme la déclaration l'esprit de Guermantes était une réputation de qualité, comme les rillettes de Tours ou les biscuits de Reims. Une fois de plus, la comparaison porte sur les plats régionaux, des produits connus dont l'appellation d'origine est devenue un nom de marque. Mais les réflexions qui suivent montrent que le caractère unique du fabuleux esprit de Guermantes est assez précaire. En effet, cet esprit déteint aussi sur des connaissances qui n'appartiennent pas au sang des Guermantes, tandis que certains de la famille Guermantes y sont insensibles. Comme dans les cas des marques gastronomiques, la différence entre l'original et l'imitation n'est pas facile à cerner. Le discours et l'esprit de la duchesse donnent aussi une image utopique d'authenticité, d'individualité intacte et de santé de caractère, d'un caractère sain et peu sensible. Cette originalité a son prix, donc, puisqu'elle est le fruit d'une limitation intellectuelle et d'un manque de sensibilité. Plus encore, la cuisine des mots de la duchesse de Guermantes est le produit d'une véritable cruauté. La saveur des délicieux paradoxes qu'elle sert dans son salon est en effet moins due à la pureté de son français qu'à l'acuité mordante avec laquelle elle tranche les questions esthétiques et intellectuelles ou ridiculise parents
et amis. Cette cruauté se manifeste également lorsqu'Oriane de Guermantes abandonne son ami Swann, désormais très malade, pour se rendre en toute hâte à un bal. Mais l'art malicieux du langage d'Oriane est comparé à l'art des critiques d'art. Et c'est là que la perspective du narrateur se mêle à celle du protagoniste, ce qui est significatif. Si l'art verbal culinaire de la duchesse est perçu du point de vue du protagoniste comme l'incarnation d'un langage authentique, les jugements du narrateur s'y mêlent, par exemple dans la comparaison de ce langage avec les rillettes de Tours, et montrent bien qu'il s'agit d'un pseudo-art et non d'un modèle esthétique à imiter. Et pourtant, la conversation des nobles est sans cesse comparée à l'art culinaire et à l'art littéraire. Le but de cette analogie n'apparaît clairement qu'à l'occasion d'une visite bien plus tardive à l'hôtel Guermantes au début de La Prisonnière. Cette fois-ci, Marcel compare l'authenticité de son expression à l'authenticité d'un cuisinier de luxe qui, malgré sa richesse et son raffinement culinaire, a conservé le langage et les vêtements d'un paysan normand. Comme Françoise, donc la cuisinière des tantes Léonie, la duchesse domine le dialecte ancestral de Combray. Et comme elle transmet à Marcel la langue ancienne et la bonne prononciation des mots. Toutefois, dès qu'il fait sa connaissance, la langue de la duchesse a perdu une grande partie de son goût local à cause de la fréquentation des salons parisiens. Mais elle a au moins trouvé une solution de compromis entre le vernis mondain et le dialecte de sa jeunesse. Elle avait du moins, quand elle voulait peindre sa vie de jeune fille, trouvé pour son langage, entre ce qui eût semblé trop involontairement provincial ou au contraire artificiellement lettré, un de ces compromis qui font l'agrément de la petite fadette de George Sand ou de certaines légendes rapportées par Chateaubriand. Cette solution ressemble donc à un compromis entre littérarité et authenticité de la langue parlée, auquel des auteurs comme George Sand ou Chateaubriand ont eu recours pour faire revivre une tradition narrative orale par le biais de l'écriture. La duchesse peut ainsi donner à ses récits la saveur du terroir sans pour autant l'outrer. Le français pur ne survit donc plus que sous une forme de mise en scène et contaminé par des tournures plus récentes. En fait, avoue Marcel, c'est très rural dans la langue de la duchesse est au moins en partie les fruits d'une, je cite, certaine affectation. Mais ceci ne résulte pas d'une simplicité feinte, mais d'un goût quasi artistique. Et c'est ainsi qu'il trouve dans la mise en scène populaire avec laquelle la duchesse évoque des histoires de Combray quelque chose d'assez savoureux. Ses jugements sont éloquents. Il présente à nouveau la façon de parler de la noble dame comme un plaisir gustatif. Mais contrairement à l'analogie précédente avec les produits régionaux authentiques, on ne peut plus dire maintenant qu'elle est sans ajout artificiel. L'appréciation de Marcel est donc modérée. Les créations linguistiques de la duchesse témoignent d'un goût presque artistique et sont assez savoureuses. Et au fond, c'est Marcel seul qui met à jour cette saveur en incitant son interlocutrice à évoquer des anecdotes villageoises ou l'histoire des grandes maisons nobles. C'est alors que sa langue retrouve une saveur ancestrale
Sa conversation s'imprégnait, comme dirait ce vrai poète qu'est Pompie, de l'âpre saveur des crêpes de blé noir cuites sur un feu d'argent. À ce stade, on comprend mieux l'objectif de la comparaison avec les livres de cuisine. Le vrai poète est l'auteur qui consigne les recettes des plats anciens et les sauve de l'oubli. Il le fait dans un langage poétique qui suggère l'authenticité des plats. Mais la conversation de la duchesse ne fut que fournir la matière de ces livres. La comparaison gastronomique se révèle ainsi comme une mise en abîme du propre procédé de Proust. De la même manière que l'auteur du livre de cuisine retient les recettes régionales, la recherche conserve, entre autres, les témoignages et des manières de parler anciennes et dialectales. Alors que l'auteur implicite avoue ainsi que la conversation de salon est un objet de sa propre œuvre, le narrateur rétrospectif se contente de dire peu après que le conservatisme linguistique de l'aristocratie est amusant pour l'artiste. La conversation de salon ne serait donc pas un modèle pour l'écriture littéraire. Elle peut tout au plus fournir du matériel. D'autre part, en la comparant à Chateaubriand et à George Sand, la duchesse est à son tour présentée comme une créatrice de langage. Dans ses déclarations explicites, Proust délimite résolument l'art d'écrire de la conversation orale, mais la poétique immanente de la recherche, comme l'a montré Ulrike Sprenger, dissout de plus en plus l'opposition entre l'écrit et l'oral. Même si l'art de la conversation culinaire de la duchesse ne constitue pas un modèle direct pour la création littéraire, et ce que son caractère primitif est en grande partie le fruit de l'imagination poétique de Marcel, sa tentative de transposer l'accent de sa jeunesse dans le présent renvoie au projet littéraire de la recherche. À l'instar des mentors artistiques Elstir, Bergotte et Vinteuil, la duchesse de Guermantes incarne donc à la fois un art du langage duquel Proust se démarque résolument et des principes de création qui reflètent de manière chiffrée le principe de sa propre création. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec le livre de cuisine de ce Pampi, alias Marthe Daudet, célébré comme un vrai poète? Ce qui a plu à Proust, c'est certainement la célébration de la cuisine régionale. Dans ses livres de cuisine s'est fait l'écho. Ce ne sont pas seulement les plats et les produits régionaux qui sont célébrés, mais aussi leur rapport avec le paysage qui les entoure. Pampi affirme avec véhémence, même si parfois aussi avec une légère ironie, le lien intrinsèque entre les sols français, ses excellents produits et le génie culinaire de ses habitants. L'excellent gibier n'existe bien sûr qu'en France. On pourrait presque penser, écrit-elle, que les lièvres, les perdrix et les cailles connaissent le rôle important qu'ils jouaient autrefois dans les contes et les fables, et qu'ils se donnent donc beaucoup de mal pour être, je cite, aussi exquis qu'ils le peuvent. Fin de citation. En tout cas, ils n'ont rien à voir, écrit Pompie, avec les gros lapins stupides et insipides venus d'Allemagne ou d'Hongrie qui inondent le marché depuis quelques années. Les produits régionaux ne supportent pas les longs voyages. Pour conserver leur goût authentique, ils doivent être frais. Et c'est pourquoi une vraie bouillabaisse ne peut être consommée qu'à Marseille. Mieux encore, pour l'apprécier vraiment, il faut y être né. En tant que les puissants flots de vin français, je cite, uniront notre sol à notre sang, fin de citation, la France ne sombrera pas,
Après tout, sur une table française, le vin est servi généreusement et n'est pas mesuré dans des gobelets aussi petits que le doigt, comme cela se fait en Angleterre et en Allemagne. Une mythe du sang et du sol, version gastronomique. Précisons que Marthe Daudet était la femme du journaliste Léon Daudet, directeur du journal royaliste L'Action française depuis 1908, où il tenait régulièrement une chronique gastronomique. Il témoignait d'une foi inébranlable en la cuisine française classique et éternelle, placée sous le patronage de Rabelais, plongeant ses racines dans la cuisine provençale et dans l'Antiquité romaine. Outre les Daudet, le critique gastronomique Kurnonski était lui aussi un adepte du discours chauvin et essentialiste, qui sera repris plus tard par Robert Courtine jusque dans les années 1990. Tous répètent inlassablement qu'il existe un lien naturel entre les plats et les boissons préférées des Français et leur créativité culinaire, artistique, et que l'excellence de ces plats dépend directement du terroir d'origine. Le Français aurait un goût inné. En France seul, on sait manger, quand dans le reste du monde, on s'est nourri. Le sol français produirait tout simplement les meilleurs légumes, les meilleurs fruits et les meilleurs vins du monde, comme l'écrit le chef Auguste Escoffier dans ses Souvenirs inédits. Si l'on se rend compte que le livre de cuisine de Marthe Daudet fait partie de ce discours gastro-chauviniste, on comprend mieux pourquoi la langue de Guermantes est finalement considérée par le narrateur de la recherche avec un mélange de fascination et de distance. Proust a bien compris que l'authentique, le primitif, est un mythe. Ce retour aux racines, à la cuisine de la grand-mère, au moi perdu et enfantin, qui sous-tend la poétique de la profondeur de Proust, ainsi que les conceptions identitaires essentialistes de toutes sortes, l'art culinaire, comme l'art linguistique, ne peuvent que le simuler. Il peut être un stimulant pour l'imagination, jamais une réalité. Je vous remercie de votre attention.